Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Teach Me. Elle est aujourd'hui destinée aux étudiants de la première année médecine car on va aborder le cours de l'os coxal. Sa description est tout ce qui concerne son ostéologie. Donc commençons par une petite définition. L'os coxal est l'os de la hanche. Il forme avec le sacrum la ceinture pelvienne. Cette ceinture va unir le membre inférieur au tronc. C'est un os plat, large, hélicoïdal et il est asymétrique. Constitué de trois os, l'ilium en haut, le pubis en bas et en avant, ici montré en jaune, et l'ischio en bas et en arrière, ici montré en vert. Ces trois os vont se réunir en dessinant un Y au niveau du centre de l'os qui est l'acétabulum. Situé au niveau du bassin et pour son orientation, on note. Tout d'abord, le trou obturateur se porte en bas. Il est ici montré en bleu. On a deuxièmement la surface hémisphérique. La jaune, elle est orientée en dehors. Et finalement, on a la grande échancrure, celle-là, elle se porte en arrière. Et comme ça, on peut savoir l'orientation de l'os coxal, qui est dans ce cas un os coxal droit. Cet os présente trois surfaces articulaires, et donc trois articulations. Il s'articule en avant et en dedans avec l'os coxal contralatéral formant la symphyse pubienne. Il s'articule en dehors avec la tête fémorale formant l'articulation coxofémorale. Et en arrière et en dedans avec le sacrum formant l'articulation iliosacrée. Il présente à décrire deux faces, médiale et latérale, et quatre bords, supérieur et inférieur, antérieur et postérieur. Commençons tout d'abord par la face latérale, qui présente au centre l'acétabulum, qui va diviser cette face en deux parties. Une partie supérieure par rapport à cet acétabulum qui est la surface glutéale, et une partie inférieure qui est le foramen obturé et son pourtour osseux. Donc pour l'acétabulum, c'est une surface articulaire avec la tête fémorale. Il regarde en avant, en bas et en dehors. Il est limité dans son pourtour par un limbus acétabulaire qui est montré ici en mauve, qui est mince et irrégulier. Pourquoi? Parce qu'il représente trois incisures, répondant à la jonction des trois os primitifs. L'incisure antérieure et postérieure, elles ne sont pas claires ici, mais on a aussi une incisure inférieure, qui est montrée ici en orange et qu'on appelle aussi l'incisure acétabulaire. On retrouve aussi au-dessus de l'acétabulum un sillon qu'on appelle tout simplement le sillon supraacétabulaire. L'acétabulum se constitue de deux zones distinctes. On a au centre une fosse acétabulaire qui est rugueuse car elle est criblée de trous vasculaires et elle est non articulaire. Et dans la périphérie, on a la surface semi-lunaire. Elle est encroûtée de cartilage et donc elle est articulaire. Les deux cornes antérieures et postérieures de cette surface semi-lunaire délimitent entre eux l'incisure acétabulaire dont on a déjà parlé. Maintenant pour la partie supérieure, qui est la surface glutéale. C'est la partie externe de l'aile de l'ilium. Elle se trouve dans un axe presque sagittal et elle est orientée en arrière et en dehors. Bordée en haut par le bord supérieur de l'os, encore appelé la crête iliaque, en bas par l'acétabulum, en avant par le bord antérieur et en arrière elle est bordée par le bord postérieur. Elle présente trois lignes obliques, c'est les lignes glutéales. On a une inférieure, antérieure et postérieure. Ces lignes vont délimiter entre eux trois champs d'insertion musculaire pour les muscles glutéaux. Elles partent de l'échancrure ischiotique jusqu'à la partie antérieure et postérieure de la crête iliaque.
Allant un petit peu inférieurement vers le foramen obturé, qui est un orifice situé au-dessous de l'acétabulum, il est de forme ovalaire chez l'homme et triangulaire chez la femme. Pour retenir ça, vous pouvez dire que homme, ça commence avec le son O, et ovalaire, ça commence aussi avec O. Donc c'est juste une petite astuce. Ce trou obturateur est entouré d'un cadre osseux qui est constitué du pubis en avant, l'ischium en arrière et de la branche ischio-pubienne en bas. Décrivons maintenant un peu le pubis. Il est constitué de deux branches. Une branche ascendante qui est supérieure, elle est horizontale et forme le corps du pubis. Et une branche inférieure descendante qui va s'unir à la branche ascendante de l'ischium pour former la branche ischio-pubienne. D'accord ? Donc l'union de ces deux branches, supérieure et inférieure, va nous former l'ongle du pubis. Maintenant, pour le deuxième constituant de la branche ischio-pubienne, on a l'ischium, qui se constitue lui aussi de deux branches. Une branche descendante qui est postérieure et une branche ascendante qui est antérieure. La branche ascendante, comme on a déjà dit, elle contribue à la constitution de la branche ischio-pubienne. Et leur réunion va former la tuberosité ischiotique. La face médiale ou la face interne, ou encore endopelvienne. On peut remarquer facilement qu'elle est traversée par une crête osseuse. C'est la ligne arquée. C'est une ligne oblique, en bas, en avant et en dedans. Elle vient diviser la face médiale en deux zones, supérieure et inférieure. Dans son extrémité postérieure, elle est interrompue par l'angle de la surface auriculaire, qui est une surface articulaire avec le sacrum. Et donc la ligne arquée n'atteint pas le bord postérieur. Et en avant, elle se termine au niveau du pecten du pubis, qui est à peu près ici. La zone supérieure qui se situe au-dessus de la ligne arquée, elle se compose elle aussi de deux régions distinctes. On commence tout premièrement par la fosse iliaque, colorée ici en jaune, qui représente les 3/5 antérieurs. Elle est lisse et excavée, et elle donne insertion au muscle iliaque. Deuxièmement, on a la face sacropelvienne, qui occupe les 2/5 postérieurs de la zone supérieure, et donc elle se trouve en arrière de la fosse iliaque, et elle comprend la surface auriculaire en avant, qu'on a déjà vu, qui est articulaire avec le sacrum, et en arrière d'elle, on a la tuberosité iliaque. La deuxième zone, la zone inférieure, qui se trouve au-dessous de la ligne arquée, et c'est le segment pelvien de la face médiale. Elle présente le foramen obturé et la face interne de son pourtour, notamment la surface quadrilatère qui donne insertion au muscle obturateur interne et la face postérieure de la branche horizontale du pubis. Maintenant les bords. On a le bord supérieur qui est la crête iliaque. Il est sous-cutané, épais et contourné en S italique. Il a deux versants, un versant antérieur qui est convexe en dehors et un versant postérieur qui est concave en dehors. Ce bord supérieur est limité en avant par l'épine iliaque antéro-supérieure, en arrière par l'épine iliaque postéro-supérieure. Il présente deux lèvres, une lèvre interne, en grenat, et une lèvre externe, au mauve. Sur cette lèvre externe va se présenter un tubercule, c'est le tubercule iliaque, qui se situe à 4 cm en arrière de l'extrémité antérieure. Le bord inférieur, il est compris entre l'angle du pubis en avant et la tuberosité ischiotique en arrière, qui est le point le plus inférieur de l'os. Et donc tout ça, c'est le bord inférieur. Le bord antérieur s'étend entre l'épine iliaque antéro-supérieure ou nous
et l'ongle du pubis en bas. Il comprend de haut en bas l'épine iliaque antéro-supérieure sur laquelle s'insère l'arcade inguinale, la petite échancrure où passe le nerf cutané superficiel de la cuisse, l'épine iliaque antéro-inférieure, la grande échancrure où passe le muscle iliopsoas, l'éminence iliopubienne qui est la jonction entre l'ilium et le pubis, la surface pectinéale où s'insère le muscle pectiné et elle se trouve entre le pecten du pubis et la lèvre interne du sillon obturateur. Et on a l'épine ou le tubercule du pubis qui se trouve en avant du pecten du pubis. Et on note aussi une surface d'insertion pour le muscle droit de l'abdomen. Finalement, le bord postérieur. Il présente de haut en bas l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure et entre ces deux épines, on a l'échancrure interépineuse. Ensuite, on a la grande échancrure ischiotique qui fait communiquer la région pelvienne avec la région glutéale et qui va être traversée par le muscle piriforme. On a l'épine ischiotique, la petite échancrure ischiotique où va passer le muscle obturateur interne. Et bien sûr, on a la tuberosité ischiotique qui est la plus volumineuse et qui est sur laquelle on s'assoit. La face interne, elle donne insertion à deux muscles. Le muscle iliaque au niveau de sa fosse iliaque, ce qui est logique, et le muscle obturateur interne au niveau de la surface quadrilatère. Maintenant, on a la face latérale qui donne insertion au niveau de sa surface glutéale au muscle petit glutéal en avant, le moyen glutéal compris entre la ligne glutéale antérieure et postérieure, et le grand glutéal qui est le plus postérieur. Si on descend un peu plus bas, on trouve l'insertion du muscle droit fémoral sur le sillon supracétabulaire et sur l'épine antéro-inférieure. Autour du foramen obturé s'insère le muscle obturateur externe au niveau de la branche ischiopubienne. Ici insère aussi les muscles adducteurs. On a le grand adducteur en postérieur, le court adducteur avec ses deux chefs en antérieur et finalement on a le long adducteur qui est le plus antérieur près de l'angle du pubis. Et finalement pour les muscles de cette face, on a le muscle gracile qui s'insère sous les muscles adducteurs. Pour le bord supérieur, ces deux tiers antérieurs sont destinés à l'insertion des muscles de l'abdomen et son versant postérieur, qui est le tiers postérieur, il est destiné à l'insertion des muscles du dos. Enfin, je pense que c'est logique puisqu'on a le dos en arrière et l'abdomen en avant. Il donne insertion au niveau de sa lèvre latérale au muscle tenseur du fascia latin. Au milieu de la crête, il donne insertion au muscle oblique externe. Le muscle oblique interne qui s'insère près de la lèvre médiale de la crête iliaque et le muscle transverse de l'abdomen qui s'insère sur la lèvre médiale. Pour les muscles du dos, on a le grand dorsal qui s'insère sur la lèvre externe de la crête iliaque, le muscle carré des lombes et l'insertion la plus postérieure de ce bord, c'est l'insertion du muscle érecteur du rachis. Le bord antérieur, on a au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure l'insertion du muscle tenseur du fascia lata et le muscle sartorius. Le chef direct du muscle droit fémoral qui vient s'insérer sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Et on a le muscle pyramidal et droit de l'abdomen qui vient s'insérer sur l'angle du pubis. Sur le bord inférieur, on note l'insertion du muscle grand adducteur, le muscle gracile et le muscle transverse profond du périnée.
Le bord postérieur. C'est un bord assez cool en fait. Quand j'étais en première année, j'utilisais cette mémotechnique pour apprendre les insertions de ce bord. Je suis pas sûre si ça va vous aider ou pas, mais on essaie. Donc on a le bord postérieur qui donne insertion à 6 muscles. 6 c'est 3 fois 2. Genre 3, 2. Donc le premier 2 est par rapport aux muscles jumeaux. Car on en a deux. Un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur. Ces deux muscles s'insèrent près de l'épine ischiatique. Pour le deuxième 2, on a le biceps fémoral, le chef-long du biceps fémoral. Il s'insère sur la tuberosité ischiatique et comme vous le savez, bi ça veut dire 2. Et pour le troisième 2, on a les deux muscles semis, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Ils s'insèrent les deux sur la tuberosité ischiatique. Vers la fin, voici quelques QCM qu'on a collectés et que j'espère bien تسيوت تجاوبوا عليهم. Après, vous aurez les réponses. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu et qu'elle était claire et que تكونوا استفدتوا منها إن شاء الله. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, merci et à bientôt Inch'Allah.